L'actualité sociale et politique reste rythmée par le devenir du site de Belfort et cette journée a été riche en rebondissements avec un communiqué de la direction d'Alstom confirmant la fermeture de l'usine. Et bien finalement, le groupe se dit ce soir ouvert aux échanges. Le gouvernement met la pression. Le bras de fer se poursuit. On en parle dans quelques instants avec nos invités dans le grand débat. Mais d'abord, les faits avec Quentin Calmet. Depuis plusieurs jours, l'exécutif s'empêtre dans le dossier Alstom. Tous les ministres concernés sont sur le pont, pris de court par l'annonce de la fermeture du site de Belfort. Aujourd'hui encore, en déplacement à Verdun, le Premier ministre l'assure. Il est hors de question que le site de Belfort ferme. Car officiellement, aucune décision n'est arrêtée et le gouvernement étudie plusieurs pistes pour remplir le carnet de commandes du groupe. 5 réponses immédiatement pour être très concret en dehors de toute polémique. Il y a 3 dossiers qui peuvent se concrétiser rapidement. La direction aurait pu attendre. Il y a le plus grand appel d'offres qui ait jamais existé, 3,5 milliards qui a été lancé par le STIF, RERD et E, dont on attend la réponse. Si la réponse devait être en tout ou partie favorable à Alstom, on peut penser qu'une partie, au moins pour l'engineering, pourrait être affectée à Belfort. Des déclarations aux antipodes des annonces de la direction de l'entreprise. Dans un communiqué interne, elle explique. Malgré les efforts de tous, il apparaît aujourd'hui impossible d'assurer un avenir pérenne pour les activités du site de Belfort. Depuis ce matin, les critiques envers Bercy se multiplient. Pourquoi avoir ignoré les avertissements dans ce dossier? Car au total, depuis l'été 2015, les parlementaires ont écrit à 9 reprises aux différents ministres concernés, ainsi qu'au président de la République. Et le bras de fer est donc engagé entre le gouvernement et la direction d'Alstom, un dossier qui agit comme un véritable révélateur de la politique industrielle menée par l'État depuis quelques années, quelle que soit la couleur du pouvoir. Nous allons débattre ce soir de cette politique et puis dans ce contexte du Made in France, ce credo peut-il vraiment sauver nos emplois? Quelles sont ses forces mais également ses faiblesses? On en parle avec nos invités ce soir. Yves Gégaud, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes le vice-président de l'UDI, ancien ministre, député maire et vous avez créé voilà quelques années le label Origine France garantie qui assure aux consommateurs la traçabilité d'un produit. On va en parler ce soir. Frédéric Espagnac nous accompagne. Bonsoir. Bonsoir. Sénatrice socialiste des Pyrénées-Atlantiques. Avec nous également Irène Inchospé. Bienvenue. Bonsoir. Journaliste à l'Opinion. Co-auteur de l'ouvrage C'est pas ma faute aux éditions du CERF. Et Denis Ferrand. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes économiste, directeur général de l'Institut économique COE Rexecode. C'est bien ça? Tout à fait. Alors, mesdames, messieurs, l'actualité, c'est d'abord cette journée, Yves Gégaud, pleine de rebondissements sur le dossier sensible d'Alstom. Il y a eu ce matin un communiqué confirmant la fermeture du site. Finalement, la direction se dit ouverte, sans plus, ouverte aux échanges et au dialogue. Comment vous qualifiez la situation ce soir? Grotesque. Grotesque parce que c'est le sort des salariés qui est en jeu. Grotesque parce que l'État est actionnaire d'Alstom. C'est pas une entreprise dans laquelle on n'a pas mis de l'argent pour essayer de la sauver à un moment difficile. Grotesque parce que c'est ce gouvernement qui a accepté qu'on vende à la découpe Alstom il y a quelques mois, ou peut-être quelques années, mais plutôt quelques mois, séparant les branches, celles qui étaient rentables de celles qui l'étaient un peu moins. Et moi qui suis un Européen convaincu, je me dis l'Europe a raté le coche. Parce qu'il y a eu un moment où il aurait fallu créer le géant européen des trains, et avec Siemens, avec Alstom, et on n'a pas eu cette vision. L'Europe a raté le coche, la droite, la gauche et le centre. On a laissé les Américains mettre la main sur Alstom, et aujourd'hui, ce qui devait se passer se passe, c'est-à-dire que petit à petit, les activités ferroviaires s'en vont. Alors, peut-être qu'on trouvera quelques mois de répit d'ici à ce que la présidentielle passe, avec de l'argent public, des trains achetés par les collectivités, avec la SNCF qui s'endettera encore plus qu'elle ne l'est pour acheter des trains, mais j'ai peur que ce ne soit qu'un pis-aller, et qu'au fond, ce soit les salariés d'Alstom qui fassent les frais de tout ça, et ça, c'est ça qui rend le grotesque insupportable. Frédéric Espagnac, le mot est sévère, grotesque pour qualifier la situation à la fois du gouvernement et de la direction sur ce dossier. Et je rappelle que François Hollande a parlé de pérenniser le site, même pas d'une solution pour quelques mois, de pérenniser le site. Bien sûr. Elle est grave, surtout la situation. Elle est grave pour les salariés, vous l'avez dit, donc je crois que la priorité, elle est là. La situation, visiblement, c'est qu'en effet, il y a eu des alertes. Je ne sais pas, je n'ai pas eu le retour de ce qui s'est passé. Je peux pas... Des alertes de parlementaires? Visiblement, donc je suis bien obligé de le reconnaître puisque j'ai entendu certains de mes collègues le dire. Après, je crois qu'il ne faut pas non plus mentir les uns et les autres. On a connu Florange, on connaît ces situations-là aussi en pré-campagne électorale, on sait aussi que des décisions sont prises ou annoncées dans ces moments-là. Ça semble être le cas. Je rappelle quand même que sur un certain nombre de choses, de commandes, ça
ça fait plus de 10 ans, notamment, qu'il y a certaines commandes qui auraient pu se faire qui n'ont jamais été faites. Donc on voit bien que c'est quelque chose de longue haleine. Et en même temps, l'incompréhension des Français comme moi, parlementaires, comme certains autour de cette table, je suppose, on voit évidemment des contrats qui sont signés souvent grâce aussi au président de la République à l'étranger, puisque souvent c'est le président qui incompréhension de votre part, vous, parlementaire socialiste. Oui, je peux le dire aussi. Enfin, je veux dire, forcément, quand je vois ça aujourd'hui, j'entends comme tous les citoyens français, et donc je suppose qu'ils se disent ça aussi ce soir. Il y a des contrats qui sont signés à l'étranger, Alstom et dans les bagages du président de la République. Bon, ils profitent aussi de l'intervention du président de la République. Donc, je rappelle quand même que c'est une entreprise aujourd'hui où, en effet, l'État est à 20%, mais je crois qu'Alstom doit être responsable aussi. J'ai envie de dire, je rappelle, on est quand même dans une situation de période électorale. Je suis un peu surprise d'une annonce soudaine comme ça. On va poursuivre ce tour de table et après on va rentrer dans les détails. Irénine Chospé et Denis Ferrand, est-ce que vous emploierez le même mot, grotesque? Est-ce que c'est un embrouillamini Oui, c'est un embrouillamini et je pense quand même que ce gouvernement, déjà en 48 heures, il passe d'une solution où il fait pression sur le patron d'Alstom, ça marche pas. Donc François Hollande se rend compte que ça risque de devenir le dossier industriel de la présidentielle. Donc là, il dit on va demander à la SNCF d'acheter des trains, mais ça c'est le coup du sapeur camembert. Hein. Je creuse le trou pour avoir de la terre pour reboucher l'autre, parce que vous l'avez dit, la situation de la SNCF est catastrophique. Et je rappelle quand même, avant, il y a eu une décision de M. Vidalis en février, qui a consisté à ne pas accepter l'offre de Alstom et de son partenaire canadien, parce que pour refaire, vous savez, tous les trains corail, c'était un marché d'1 milliard d'euros, ça a assuré 2 ans de commande, et M. Vidalis a dit non, parce que je vais mettre une clause pour exiger plus de confort pour les voyageurs, alors je fais un appel d'offres et je n'accepte pas la vôtre. Donc voilà, et évidemment, ce sont des Asiatiques qui vont rafler le marché. Mais à vous écoutez, tout est de la faute du gouvernement? Bah, écoutez, Ségolène Royal a eu la bonne idée de supprimer l'écotaxe qui a privé les villes d'un certain nombre de financements pour les transports urbains. Rajoutez à ça qu'Emmanuel Macron fait des cars qui concurrencent les lignes SNCF, notamment la nuit. Et vous avez quand même un bilan du gouvernement sur ce dossier qui est... Quel tableau vous partagez cette vision, Denis Ferrand? En tout cas, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a désormais une perception du prix politique très élevé qu'il y a à payer, surtout dans cette période où on va s'approcher de la campagne, du prix politique très élevé à payer, s'il n'y a pas de manifestation de volonté délibérée de venir au secours d'entreprises emblématiques. Parce qu'effectivement, on a beaucoup insisté sur les 130 ans d'existence de cette entreprise, une entreprise qui a des savoir-faire existants depuis longtemps. Donc il y a une dimension emblématique qui effectivement lui donne un peu toutes les caractéristiques du sparadrap qui pourrait coller pendant la période de la campagne électorale. Donc il y a vraiment cette perception du prix politique qui fait qu'on peut aller assez rapidement dans de la surenchère et arriver à des solutions. On ne peut plus dire aujourd'hui, vous vous souvenez de cette phrase de Lionel Jospin, l'État ne peut pas tout, là c'est absolument interdit de le dire, inconcevable, inimaginable. Il faut quand même rappeler que Alstom fonctionne aussi beaucoup grâce à la commande publique, donc quand j'entends certains autour de cette table dire, mais alors on va juste, dans les derniers cas, trouver un ou deux marchés. Non, enfin c'est le quotidien d'Alstom. Il faut rappeler quand même comment fonctionne cette entreprise. Après, je rappelle, comme je le disais tout à l'heure, ça fait quasiment 10 ans qu'il n'y a pas eu de commande de locomotive. Ça fait, voilà, donc c'est pas nouveau. Et en même temps, c'est une réalité. Mais rappelons quand même que Alstom fonctionne grâce à la commande publique. Donc c'est les solutions qu'on est en train de trouver, c'est aussi ce qui a fonctionné depuis 5-10 ans pour le bon fonctionnement d'Alstom. Mais Alstom va très bien à l'étranger. Hein. Alstom oui, mais en est France, un groupe qui va très bien. d'accord, mais en France, ça fait 10 ans en l'occurrence qu'elle fonctionne, que cette entreprise fonctionne. Ça marche pas en France. Écoutez, on a quand même un problème de compétitivité en France, de coûts salariales, de charges, etc. Qui s'alarme en disant on va juste maintenir Alstom grâce à la commande publique. Non, c'est le quotidien d'Alstom depuis plus de 10 ans. Yves Gégaud, vous vouliez réagir? Non, j'ai pas ajouté grand-chose. Je pense que il faut le gouvernement et le nez dedans, si j'ose dire, de façon un peu triviale. Et c'est vrai qu'il y a une situation sociale difficile. Il faut aussi aider le territoire de Belfort peut-être à recréer de l'activité économique. C'est aussi notre capacité à faire muter les territoires et que quand il y a des activités économiques qui s'éteignent, de pouvoir recréer d'autres types d'activités pour que les gens trouvent du boulot et retrouvent du boulot sur place. Et peut-être que plutôt qu'un discours en consistant à dire, vous savez, on va injecter, on vous promet, ça fermera jamais, du type Florange. Ce discours, il faut... Non, mais bien sûr, on a fait la même chose. Puis que vous êtes en période électorale et qu'on vient vous poser la question. Moi, je préférerais qu'on dise, on va faire le maximum pour essayer, puis on va surtout engager un plan de transition sur le territoire de Belfort. On va créer une zone franche, on va ramener de l'activité industrielle pour recréer de l'emploi. Ça, ce serait peut-être plus positif, plus utile et au fond plus efficace qu'un discours auquel personne
personne ne croit, parce que les gens, quand on leur dit Alstom restera, ils pensent Florange et ils voient ce qui s'est passé, et ils savent qu'on leur ment, les uns comme les autres. Et plus largement, on va parler de la vision de la politique industrielle depuis de nombreuses années. Donc là, on parle de différentes alternances. On va écouter sur ce sujet la sénatrice Chantal Joanneau qui pointe justement l'absence de cette politique et de cette vision à long terme. On voit l'effondrement constant de notre industrie en France. Alors, ce n'est pas le premier, hein. C'est un effondrement constant de l'industrie en France qui est lié à des politiques économiques totalement erratiques pour les entreprises. On a commencé d'abord par les surcharger, après on a compensé avec le CICE. Honnêtement, pour les chefs d'entreprise, je comprends qu'investir aujourd'hui en France, ça tient de la gageure parce qu'on ne sait jamais sur quel pied danser. L'État n'a pas de vision globale de politique industrielle. L'État dit, vous allez voir ce que vous allez voir, on va investir dans la durée, on va avoir un vrai plan stratégique pour parier justement sur ces transports du futur, sur ces énergies du futur. Regardez ce qui se passe sur les énergies renouvelables. C'est la catastrophe. C'est peut-être le vrai débat, Irène Nchospé. Les Français doivent se demander, ceux qui nous regardent ce soir, mais pourquoi est-ce qu'on réagit toujours à chaud lorsqu'on est au pied du mur ? C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de vision industrielle, mais d'un autre côté, il n'y a pas qu'en France que la production industrielle décroît quand même. On est passé, comme vous le dites, on est passé dans des économies de plus de services. En Allemagne aussi, on ne crée plus beaucoup d'emplois industriels, on crée surtout des emplois dans le service. Alors après, c'est vrai que la France se différencie notamment de l'Allemagne par le fait que les entreprises ont été extrêmement, enfin les charges sociales, etc., ont été extrêmement chargées et qu'il n'y a pas eu de cohérence vis-à-vis des entreprises, et comme on sait beaucoup qu'elles détestent l'incertitude qu'elle soit fiscale ou normative, évidemment ça les incite pas du tout. Vous êtes nuancé, vous dites que la part de la valeur ajoutée produite par notre industrie, c'est vrai qu'elle a diminué, mais il faut voir les autres pays. Mais est-ce que de différent, on dit souvent qu'elle a plus régressé en France, est-ce que c'est le cas? Oui, effectivement, dans tous les pays, on observe ce qu'évoque Mme Nchospé à l'instant, à savoir une décrue de la part de la valeur ajoutée industrielle dans l'ensemble de l'activité. C'est vrai de la France, c'est vrai également de l'Allemagne, un rythme moindre. C'est vrai également de la Chine. Quand vous regardez les données chinoises, vous vous rendez compte que la valeur ajoutée industrielle recule. Pour des raisons très simples, c'est que l'industrie, en fait, a une capacité à faire baisser ses prix parce que l'industrie a beaucoup de gains de productivité. Ce faisant, elle a une capacité à distribuer les baisses de prix qu'elle peut faire. Donc, vous avez de la construction. Mais en revanche, c'est vrai que le phénomène spécifique à la France, c'est la rapidité avec laquelle s'est effectuée cette transition. Et le problème de l'industrie, c'est que l'industrie, c'est une activité qui suppose des temps longs. C'est une activité où les transitions prennent du temps. Et quand vous avez une telle brutalité avec laquelle est intervenu le recul du poids de l'industrie en France, c'est ça qui est extrêmement déstructurant pour les territoires et qui vient d'une certaine manière bloquer les transitions. Attendez, quand on a tout cela, et là je m'adresse vraiment aux politiques, pourquoi Alstom, depuis quelques années, n'a pas servi pour vous, à droite, à gauche, au centre, de déclencheur à une véritable stratégie industrielle européenne? Est-ce que ce n'est pas le seul moyen d'éviter la domination américaine ou asiatique? Pourquoi ne l'avez-vous pas entrepris? Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'Europe sur cette affaire. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? L'Europe sur cette affaire a été catastrophique. Mais l'Europe, c'est un mot, l'Europe. Il y a des hommes et des femmes. Vous êtes au pouvoir. Non, mais c'est nous, un 27e de l'Europe. Donc, je crois et puis on reproche à l'Europe de ne pas exercer des compétences qu'on ne lui a pas confiées. On est aussi formidable, c'est-à-dire dans les traités, on n'a pas confié à l'Europe un certain nombre de choses, on se dit, mais l'Europe ne le fait pas. Je pense qu'il faut redessiner, qu'il faut réécrire un traité européen pour savoir ce que doit faire l'Europe. Oh là là. Ah oui, ça va prendre du temps. Même si ça prend un peu de temps, il faut quand même le commencer parce que plus on le commence tard, plus on est sûr que ça n'arrivera jamais. Ça, c'est sûr. Et l'Europe doit être stratège en matière industrielle, en matière économique. Elle doit fixer des axes forts. On met le paquet sur la recherche, on met le paquet sur la formation. On aide à créer des marchés européens parce que Alstom plus Siemens se seraient alliés comme moi je l'imaginais à un moment, comme on aurait pu plaider. Et nous aurions un géant européen qui aurait tout le marché européen à sa disposition et qui pourrait attaquer dans de meilleures conditions les marchés extérieurs. Donc il faut que l'Europe réagisse et se pense en un territoire unique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, je le reconnais bien volontiers. Moi, ce qui m'inquiète dans ce recul de l'industrie, c'est que c'est un peu comme dans la biodiversité. Et quand les espèces disparaissent, on perd des savoir-faire. Mais vous savez qu'on le voit à l'œil nu sur certains territoires. Et on ne les retrouvera pas, ces savoir-faire. Parce que, comme vous l'avez dit très justement, dans l'industrie, il y a des savoir-faire longs, ce sont des processus longs, et quand vous avez perdu les savoir-faire, perdu les ouvriers, perdu les machines dans certaines petites entreprises, quand elles sont parties, eh bien vous ne recréez pas l'activité économique. Donc il y a un débat là qui est un débat vital pour notre pays. Il faut une Europe stratège, il faut une France plus stratège,
évidemment, des conditions de la compétitivité. Mais vous savez, on essaye de dire quelle serait la piste voulue. Tout ceci est compliqué. Mais je crois que sur ces sujets-là, plus on va avancer, plus il y aura une demande de la société. Et plus, au fond, si je veux être optimiste, il y a aussi des bonnes nouvelles, il y a aussi des choses qui marchent. Tout à l'heure, Mme Inchospé disait les charges, etc. On voit quand même on peut fabriquer des paquebots qui sont vendus dans le monde entier avec le savoir-faire, les ouvriers français, les charges françaises d'aujourd'hui et les impôts français. Donc il faut aussi voir le bon côté des choses. Tout n'est pas négatif, mais je pense qu'il y a une vision stratégique qu'on a perdue depuis des années. Là, on a fait beaucoup de discours et pas assez d'actes. Frédéric Espagnac, dans quelques instants, je vous ferai réagir sur les solutions. Est-ce que vous y croyez? Parce que vous êtes une parlementaire qui ne pratique pas la langue de bois. Quand ça n'allait pas sur certains sujets, vous l'avez dit, je vous demanderai la même sincérité ce soir. Oh, je crois que je l'ai. Je vais laisser Mme Inchospé d'abord et puis après je vais répondre. Juste votre regard sur ce que disent finalement les responsables politiques. Depuis des années, c'est vrai qu'on l'entend sur les plateaux et au micro, il faut une politique industrielle, il faut une vision européenne sur ce secteur stratégique. Malheureusement, on l'entend depuis longtemps. Oui, mais une vision européenne, le problème, c'est que vous avez de tels écarts de compétitivité dans les pays européens et quand même, de tels écarts de coûts salariaux. Comment voulez-vous faire une politique industrielle? Comment voulez-vous... Je peux vous interrompre? Avec les mêmes écarts, on a fait Airbus, qui est un champion européen de l'aéronautique. Pourquoi on n'a pas fait l'Airbus des TGV? Simplement parce qu'à un moment, les gouvernements ont pensé égoïsme national et n'ont pas voulu le faire. C'est ça la vérité. Vous citez deux exemples et à côté de ça, vous avez des pans entiers de l'industrie qui ne s'en sortent pas. Pardonnez-moi de voir le positif. Oui, il faut le bon et le méchant. Je vais faire la méchante. Il y a des pans entiers de l'industrie qui ne sont plus du tout compétitifs. Vous voyez ça dans notre beau pays, dans les abattoirs où ils essayent d'embaucher des ouvriers français, ils prennent toujours des Espagnols. Pour cueillir les framboises, ils prennent des Polonais. Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? C'est ça la réalité de l'Europe aussi. Il y a des écarts considérables. Et de toute façon, ils ne sont même pas fichus de se mettre d'accord sur l'impôt sur les sociétés. On en parle depuis des années d'harmoniser l'impôt sur les sociétés. On a vu l'affaire Apple. Donc je veux bien être optimiste, mais enfin, il faudrait ça vient du cœur, ce que vous nous dites là. Oui, il faudrait que nous, on soit plus compétitifs aussi. Il ne faut pas dire c'est l'Europe qui va nous aider. La compétitivité a été le chaînon manquant de la croissance française au cours des dernières années. Est-ce qu'il n'y a pas eu une session de rattrapage? Voilà, il y a une session de rattrapage, mais ça prend du temps. Là encore, ça prend véritablement du temps parce qu'on voit bien les efforts qui ont été accomplis, le CICE, le pacte de responsabilité. Merci de le dire. Merci de le dire. Non, parce qu'on a tendance à oublier que il y a quand même eu des décisions très importantes de ce gouvernement, quand même pour accompagner. Alors, c'est vrai que ça prend du temps, peut-être avec malheureusement trop de temps, mais de temps perdu peut-être. Si vous l'aviez fait au début du quinquennat, cela aurait peut-être infusé. Déjà, quand ça a été fait après, je remarque qu'on a été quand même très critiqués, donc on commence à en voir les fruits. C'est déjà pas si mal que ça. Moi, j'ai envie de revenir. J'entends ce que me dit Monsieur Gégaud, et on a une vision européenne qu'on peut partager lui et moi. Moi, vraiment, comme vous disiez, pas de langue de bois. On a un point commun toutes les deux, puisqu'on est du Sud-Ouest, Madame est du Pays Basque. On a un président de région formidable en Aquitaine, qui s'appelle Alain Rousset, qui a récupéré, mais qui a vraiment toujours mis, de ce point de vue-là, la priorité sur l'industrie. Plan Juncker et d'autres, des investissements et ramener sur les savoir-faire, la pérennisation de cette industrie dont vous disiez qu'il est en perte de vitesse, de ses appareils, de ses savoir-faire, de la formation, du recrutement des jeunes. Voilà, ça a été sa priorité, c'est sa marque de fabrique. C'est vrai que l'Aquitaine a été montrée du doigt souvent avec succès de ce point de vue-là. Et puis on a des pépites, et puis on a aussi des entreprises, des petites entreprises pourtant. Quel éloge. Voilà pour le verre à moitié plein. Non, parce que c'est aussi ça la richesse des territoires. Quand on parle tout à l'heure de revenir au vrai savoir-faire, à la qualité, oui bien sûr qu'on fait ce choix-là avec des prix, des marges, mais aussi le produit, la qualité. On est fiers de nos produits français, de nos fabrications, mais on revient, on parlait les Pays Basques, on va se faire plaisir, l'espadrille de Moléon, quand aujourd'hui on relocalise et on revient sur la fabrication. On a commandé deux paires. Oui, mais qu'on recrée en tout cas de l'industrie. Voilà, et ça c'est très important. Et vous dites les produits français, Cocorico, forcément, c'est une formidable transition. Juste, Yves Legault, je vais vous laisser réagir. C'est le Made in France, c'est votre thème, votre marotte. C'est l'objet de la seconde partie de notre grand débat. Une idée qui, bien au-delà de la fameuse marinière d'Arnaud Montebourg, est à chercher dans les profondeurs, vous allez le voir, de l'histoire politique du pays. On voit tout cela avec Jordan Klein et puis vous réagissez juste après. Le Made in France, un serpent de mer de la politique. L'idée transcende les partis, mais surtout les décennies. Souvenez-vous, déjà en 1981, Georges Marchais, candidat à l'élection présidentielle, se pose en chantre du produison français. À l'issue du premier tour, il n'obtiendra que 15% des voix.
La formule marque pourtant les esprits. 20 ans plus tard, au début des années 2000, c'est le Front National qui reprend l'idée avec cette affiche au look d'après-guerre. Plus récemment, pour la présidentielle de 2012, François Bayrou avait fait du produire français l'axe principal de sa campagne, appelant même à un pacte national autour de cette idée. Mais aujourd'hui, Arnaud Montebourg, candidat à la présidentielle, reste bel et bien le VRP du Made in France. Marinière et mixeur Moulinex, il pose en 2012 à la une du Parisien pour défendre le produire français. Le concept n'est donc pas nouveau, mais il séduit les électeurs. En 2015, 70% des Français se disaient prêts à payer plus cher pour des produits français. Voilà, et aujourd'hui, le Made in France séduit les Français, les électeurs et puis les responsables politiques quasiment de tous bords. Vous, Yves Gégaud, vous avez toujours quasiment, depuis de nombreuses années, défendu ce concept. Vous parlez, vous défendez un patriotisme économique et même, je l'ai noté, un esprit de résistance du village gaulois, incarné par le Made in France. Mais dites-nous, que vaut cet esprit confronté aux réalités et aux exigences d'Alstom, par exemple? Je crois qu'il y a plusieurs étages. Les grandes entreprises industrielles comme Alstom, comme Airbus dans l'aéronautique, comme d'autres qui ont des marchés mondiaux, doivent s'organiser. Moi, je plaide pour des géants européens à ce niveau-là. Je ne reviens pas sur la première partie du débat, mais c'est important de le rappeler. Après, il y a des types d'industries plus sectorielles qui peuvent évidemment beaucoup surfer sur d'abord une montée en puissance dans l'opinion publique de ce qu'on appelle le patriotisme économique. Alors là, vous avez deux patriotismes économiques, ça a été montré. Au fond, vous avez le patriotisme économique fermé, de ceux qui disent on ferme les frontières, on vit en autarcie, puis ça ira très bien. Je pense que c'est une vue de l'esprit absolument sans lendemain. Et puis des visions de patriotisme conquérant, en disant la marque France, elle pèse en France, elle pèse dans les territoires, elle pèse à l'export. Et au fond, il faut aider tous ceux qui veulent reproduire en France à s'emparer de cette marque France pour en faire un atout. C'est ce que nous faisons avec Origine France Garantie, c'est ce que nous faisons pour essayer de soutenir ces entrepreneurs qui, dans plein de domaines, dans le textile, dans plein de domaines qu'on pensait abandonner. Mais on l'aime, votre discours, mais on se demande, Yves Gégaud, à l'instar là d'un internaute sur les réseaux sociaux, c'est Luc Arbeb qui vous dit Made in France, très bien, mais est-ce que c'est pas le petit couplet qu'on entend sur le mythe de la croissance? Tout va revenir parce que voilà, on va vanter le Made in France, on va sauver nos emplois. Non, mais je pense que la solution ou le discours qui réglerait tous les problèmes de la société, de la mondialisation d'un seul coup, ce serait formidable. Je pense que la production nationale, elle a une place dans l'économie de ce pays, qu'elle doit être soutenue, qu'elle doit être encouragée, qu'elle est la force de nos territoires, qu'elle est enrichie par une marque France qui pèse dans le monde plus que simplement le poids du produit, parce qu'il y a une histoire, une culture, parce qu'il y a la French Touch, parce qu'il y a plein de choses autour, et qu'il faut se battre pour ce sujet. Et puis on rencontre une autre caractéristique de l'époque. Est-ce que vous comprenez pourquoi, quand vous achetez un yaourt, il a fait 10 000 km avant de venir dans votre réfrégérateur? Eh bien, le consommateur, il se dit, ne serait-ce que celui qui est un peu sensible à ces thèmes-là, il y a des vaches pas loin et des laiteries pas loin, peut-être que le yaourt, il vaut mieux l'acheter à proximité que l'acheter loin. Je sais que ce thème, vous pouvez en parler toute une soirée, je le sais, vous en parlez avec passion, vous défendez votre label, vous allez nous en parler en détail auprès des sociétés, ce qu'il vaut aujourd'hui. Denis Ferrand, quand vous entendez ce genre de discours, je le dis, bien sûr qu'il est facile à vendre parce qu'on peut que tous adhérer au Made in France, mais concrètement, qu'est-ce qu'il représente? Est-ce qu'il peut vraiment sauver quelques emplois? Alors déjà, sur la période récente, ce que l'on constate, c'est que les importations de biens de consommation, donc vraiment ce qui est acheté par les ménages, les importations de biens de consommation progressent toujours plus vite que la consommation de produits. Donc on a toujours une fuite à l'importation. Le Made in France est effectivement un discours qui commence à pénétrer. Sa manifestation dans les chiffres économiques, on peine encore à la trouver. Pourquoi? Parce que la question fondamentale du Made in France, il me semble qu'il faut ajouter le petit adjectif derrière qui fait un peu la gage de sa réussite, c'est le Made in France compétitif. Parce que, bien sûr qu'il peut y avoir un souci, être prêt à payer un petit peu plus parce que c'est produit en France, mais la meilleure garantie de pérenniser ce dispositif, c'est de véritablement avoir une offre qui rencontre la capacité, le pouvoir d'achat des ménages. Donc une offre compétitive, c'est ça. Vous avez infiniment raison. Je voudrais introduire dans le débat une réflexion. Et puis pourquoi est-ce que ce qu'on produit dans des pays low cost est vendu aussi cher aux Français? Pourquoi est-ce que le t-shirt chinois qu'on achète 1 euro est vendu 15 fois plus cher en France? Le Made in France, c'est peut-être plus cher, mais le Made in ailleurs, c'est souvent vendu beaucoup plus que ça ne devrait. Il faut aussi qu'on pose le doigt sur ces marges indues sur ce sujet. On va faire circuler la parole. Mais c'est important de montrer la réalité des choses.
tout le monde est converti au Made in France. On va parler tout à l'heure, c'était les journées des assises du produit en France ou français, et tous les candidats se sont bousculés, droite, gauche, extrême droite. Franchement, après, c'est la nouvelle martingale. Petite différence avec M. Gégaud, Origine France Garantie, c'est un label qu'il a inventé, et puis c'est un label qui quelque part est payant pour les entreprises. Donc, non, c'est pas vrai. Attention. Tout le monde ne peut pas se le permettre, et je pense qu'il y a des labellisations. Il y a aujourd'hui en France des beaux labels, on le dit souvent. Il y a aujourd'hui toute une procédure au niveau européen sur les IGN1, notamment sur les produits non agricoles, mais on a des beaux produits agricoles aussi. Donc il y a des beaux labels aujourd'hui qui sont des marques françaises. Écoutez, on a eu ce débat notamment sur la loi Macron, puisque vous aviez fait voter un amendement à l'Assemblée nationale que j'ai fait tomber ici au Sénat. Donc, vous avez fait tomber un amendement, c'est important de le dire. C'était un amendement de lutte contre les fraudes qui existent tous les jours, qui fait que n'importe qui peut mettre un drapeau. Laissez-moi terminer. Qui fait que, oui, mais bien sûr, les lobbies des entreprises et du grand capital vous l'a demandé. Il n'est pas aussi consensuel ce sujet finalement. Non, c'est faux. Toutes les entreprises françaises et PME qui sont aujourd'hui... Si vous aviez, chers collègues, le soin, puisque vous m'attaquez sur cet amendement, l'amendement disait une chose simple. Pour mettre un drapeau français sur un pays, il faut prouver que le produit est français. Eh bien, le Sénat l'a fait sauter en disant non, on n'a rien besoin de prouver et tout le monde peut mettre un drapeau français sur un produit. Ce qui fait que vous allez dans n'importe quel supermarché, vous voyez des... On va revenir, Sonia, je pense, sur l'essentiel. Non, mais c'est l'essentiel. C'est l'essentiel, c'est la fraude au Made in France. Mais ce qui est intéressant à vous écouter, c'est qu'on a annoncé un sujet... gratuit. On a annoncé un sujet consensuel qui n'est pas tellement... Et pourquoi, Irène Chospé? Parce que ce n'est pas si facile. Le Made in France, c'est vrai qu'on vante ses atouts, on vante beaucoup d'avantages, mais on lui reconnaît d'ailleurs un vrai succès, mais est-ce que ça ne reste pas cantonné à certains secteurs? On peut citer le textile, on peut citer l'agriculture, l'agriculture. Oui, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a quand même très peu de produits finis qui sont fabriqués exclusivement dans un pays. C'est-à-dire il y a des produits intermédiaires qui représentent aujourd'hui 30% des transactions commerciales mondiales, selon l'Organisation mondiale du commerce. C'est un commerce de produits intermédiaires. Et dans 20 ans, ça sera 60%. Parce que le Made in France, c'est pas toujours la bonne solution. Il n'y a pas... Regardez le Volkswagen. Volkswagen a réussi, quand on pense à la voiture, quand même, on pense à la voiture allemande, en gardant les activités à très forte valeur ajoutée et en important d'ailleurs les produits à faible valeur ajoutée. Et franchement, il y a eu une étude du CEPI, qui est un organisme économique qui ne peut pas être accusé d'un libéralisme échevelé, et qui a fait des calculs en disant si on remplace tous les produits qui viennent de pays à bas salaire par des produits fabriqués en France, ça va coûter entre 1 230 € et 3 600 € de plus par ménage et par an. Donc le Made in France, oui, mais c'est nuancé. C'est-à-dire au minimum 27 milliards de ponctions sur le pouvoir d'achat des ménages. Mais c'est le cas. Est-ce que c'est le moment? Est-ce qu'on est déjà plumé par les impôts? Est-ce que c'est le moment de dire on va... Et encore une fois, on est très français, on voudrait que les choses soient entièrement d'un côté ou d'un autre. C'est évidemment nuancé. Quand une grande entreprise comme Toyota vient fabriquer des voitures à Valenciennes et qu'elle les vend en disant elles sont made in France, c'est aussi une entreprise qui a fait ses calculs et qui montre que ça peut marcher. Il faut aussi nuancer les choses dans les deux sens de la réflexion, si vous voulez. Je crois que les choses sont beaucoup plus compliquées qu'on l'imagine. Je crois qu'on a intérêt... Moi, mon débat, et c'est pour ça qu'on avait un débat un peu vif, je pense qu'il y a une chose qui n'est pas évoquée, c'est que qu'est-ce qu'un produit français? Et que la plupart des gens qui nous écoutent achètent des produits français qui ne le sont pas. Et achètent des produits français parce qu'ils ont vu un drapeau bleu, blanc, rouge, parce qu'on ne les a pas interdits. Il y a le label que vous avez défendu, Origine France Garantie. Oui, ok, on a essayé de créer un outil de certification qui dit ce produit-là, il est bien français parce que c'est certifié sur ce sujet. Mais attention à ceux qui nous écoutent, tout ce qui est une marque française n'est pas un produit français et tout ce qui est bleu, blanc, rouge n'est pas français. Ça, c'est une vérité économique importante. Clair. Je voudrais qu'on conclue sur Alstom quand même parce que c'est l'actualité. Il y a les pistes qui ont été évoquées par l'État. Je l'ai rappelé tout à l'heure et je n'ai pas pu poser ma question. Vous êtes une parlementaire qui manie pas la langue de bois sur différents sujets. Est-ce que vous croyez vraiment, parce qu'en jeu ce sont plus de 400 emplois, ce sont également des familles derrière ces salariés, qu'on peut trouver une solution de long terme? En tout cas, il faut tout faire pour la trouver. Donc, vous êtes revenu à la langue de bois finalement. Non, mais attendez, je vais pas vous. Est-ce qu'on peut? Vous devez avoir quelques informations. À regarder le dossier comme les autres parlementaires. On a un certain nombre d'informations. Après, je ne vais pas vous mentir, on n'a pas tout. On sait quelles informations avez-vous?
On sait qu'il y a un certain nombre d'appels d'offres, on en a parlé tout à l'heure, notamment sur le TGV transalpin. Bon, voilà. Donc il y a des gros dossiers aujourd'hui qui sont sur le point d'aboutir. Maintenant, là aussi, si on les a potentiellement, c'est sur quelle échéance? Et c'est donc sur une pérennité de quoi? 2 ans, 3 ans, 5 ans? Donc c'est ça aussi qu'il faut regarder de près. Donc, si vous voulez pas que je fasse de langue bois, je vais pas vous dire Sonia ce soir. En l'occurrence, voilà, on va préserver sur les 10 ans qui arrivent. Je n'en sais rien. On voit clairement ce qui se passe. Alain Midalis l'a dit, il y a 5 gros dossiers d'appel d'offres qui sont en cours. Ça doit permettre de pérenniser. Maintenant, je pense que chacun d'entre nous, on a le droit, en tout cas en tant que parlementaire, et aussi les syndicats évidemment, d'y voir plus clair. Bien sûr. Et nous allons suivre. À quoi s'engage le président de la République. Évidemment, ce dossier très emblématique. Merci. Merci pour ce débat et ces différentes analyses. La suite de votre émission, tout autre sujet. C'est une réforme vivement critiquée dont on va parler. Entrée en